Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le même jour que le drame d'Annecy, Gérald Darmanin était au Luxembourg pour apporter une touche finale au pacte sur la migration et sur l'asile de l'Union européenne. Alors ce pacte prévoit la politique migratoire de l'Union européenne pour les années à venir. 60 à 70 millions de migrants pourraient arriver en Europe. Alors c'est un grand plan de submersion migratoire pour certains, où les nations européennes finalement ne seraient plus en position de choisir ou non leur politique migratoire. Un pacte qui cadenasse donc toute souveraineté nationale, un projet de migration qui veut finalement régler l'immigration illégale en la rendant légale. Alors pour en parler ce matin, nous sommes notamment avec Philippe Ollivier. Bonjour Philippe Ollivier. Bonjour. Vous êtes député français au Parlement européen, membre du groupe Identité et Démocratie. Nous sommes avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation Polémia, vous êtes chroniqueur régulier au Libre Journal du lundi soir sur Radio Courtoisie et auteur notamment de Manuel de lutte contre la diabolisation, de la société de propagande Manuel de résistance au goulag mental aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors je voulais vous parler, notamment je voulais commencer avec Philippe Ollivier sur ce projet, un projet qui arrive sans débat, sans vote. On va imposer au peuple européen donc une immigration de peuplement dans la lignée notamment du pacte de Marrakech, sachant que dans de nombreux pays européens, les Européens veulent ralentir notamment ces flux migratoires. Vous avez tout à fait raison. Normalement, à partir du moment où on a des dispositions de cette ampleur, on aurait dû aller vers un traité, parce que quand il s'agit de l'avenir démographique de l'Europe, c'est une question de très très grande importance. C'est peut-être la question la plus importante de tout le mandat, peut-être de la décennie, et peut-être même du siècle. Vous l'avez dit, hein, il s'agit de déposséder les États de leurs compétences migratoires. Alors, quelle procédure a été choisie? Eh ben, c'est pas le traité. Alors, on voit que la Pologne va organiser un référendum. C'est une procédure législative qui permet d'éviter la règle de l'unanimité. Et ce qui fait que l'Union européenne va pouvoir ainsi imposer à la Pologne et à la Hongrie ce régime absolument dramatique. Et pire que ça, normalement, s'il y avait un processus législatif, il y aurait une discussion parlementaire, mais le Parlement européen, c'est-à-dire la majorité de gauche et de droite immigrationniste, a voté la non-discussion au Parlement. C'est-à-dire que tout est renvoyé dans les couloirs de la Commission avec un texte qui nous arrivera avant la fin du mandat en toute logique, hein, peut-être même à l'automne, et qui sera tout ficelé et qu'il n'y aura plus qu'à approuver. Évidemment, nous voterons contre. Et justement, on dit notamment que c'est dans la lignée du pacte de Marrakech. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce pacte de Marrakech, justement, qui, comme ce pacte de l'Union européenne, ne demande pas l'avis au peuple européen si oui ou non ils sont pour accentuer cette immigration? Oui, rappelez-vous le pacte de Marrakech, hein, on est en 2018. En 2018, on envoie un sous-secrétaire d'État signer un papier qui reconnaît en fait un droit à la migration. Et nous, on avait dit, attention, hein, c'est du droit mou, c'est-à-dire ce sont des grands principes, mais ça va devenir du droit dur, c'est-à-dire des mesures coercitives. Eh bien, alors on nous a accusés de fantasmer, de complotisme. Eh bien, on y est, c'est-à-dire que le pacte des migrations et l'application du pacte de Marrakech, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce droit à la migration générale vers l'Europe. Alors Jean-Yves Le Gallou, je me tourne vers vous parce qu'évidemment ça fait des années que vous observez cette immigration massive en France et en Europe. Alors aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette immigration massive et aussi quels sont les intérêts de l'Union européenne de ne pas endiguer ces flux migratoires? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Les conséquences, c'est très simple. S'agissant de l'Union européenne, il est rentré plus d'1 million de clandestins en 2022, 50% de plus qu'en 2021. S'agissant de la France, on peut estimer à 500 000 personnes le nombre d'étrangers qui rentrent chaque année, principalement d'Afrique et des pays du tiers-monde, à la fois légalement et illégalement. J'ajouterai une chose sur le pacte de Marrakech, c'est que le pacte de Marrakech prévoit explicitement la possibilité de limiter l'expression de ceux qui s'opposent aux migrations. Et on voit très bien que c'est ce que fait le gouvernement, puisqu'il vise à interdire directement ou indirectement les manifestations
qui s'opposent à l'implantation d'immigrés, soit sur le plan local. Et on a vu notamment qu'un certain nombre de manifestations qui étaient prévues dans des bourgs contre l'implantation de foyers d'immigrés, le gouvernement les a interdits, les préfets les ont empêchés. Soit sur le plan national, vous avez vu peut-être que le colloque de l'Institut Iliade, qui traitait pas d'ailleurs directement d'immigration, mais qui était dans une perspective identitaire, a été interdit. Et vous avez vu dans un genre différent que la manifestation, la réunion plus exactement, la vente signature d'Éric Zemmour à Brest a été violemment perturbée par les milices d'extrême gauche, sans que le préfet intervienne ou en intervenant extrêmement tardivement. Eh bien, tout ce dispositif est important puisqu'il s'agit d'empêcher toute expression d'opposition à la submersion migratoire et au grand remplacement. Donc, d'un côté, on empêche l'expression de ceux qui s'y opposent, et de l'autre, on facilite l'entrée par toute une série de procédures, même si, par certaines apparences techniques, on fait semblant de restreindre les choses. J'ajouterais un point dont il faudrait peut-être parler, c'est l'événement extrêmement important qui s'est passé en 2022, alors que nous étions un peu dans le brouillard de l'élection présidentielle et dans le brouillard de la guerre d'Ukraine. C'est le renvoi du directeur de Frontex, ou plus exactement sa démission forcée, alors qu'il cherchait encore à s'opposer à l'entrée clandestine, et son départ, le départ de Fabrice Egeri, qui était un fonctionnaire français de Frontex, a changé la règle en matière d'immigration clandestine, c'est-à-dire que celle-ci est devenue de fait acceptée à la suite de l'imposition de leur volonté par les grandes ONG, elles-mêmes subventionnées par l'Union européenne et par les associations de Soros. Et Jean-Yves Le Gallou, justement, là-dessus, pourquoi c'est si difficile, notamment quand on fait partie des institutions de l'européenne, de s'opposer à l'immigration? Parce qu'on connaît les conséquences économiques, sociales, culturelles de l'immigration, mais alors pourquoi l'UE fait tout en sorte pour que cette immigration, de ne pas l'endiguer, puis faire en sorte que cette immigration illégale devienne légale? Je crois que c'est un peu plus large que l'UE. C'est l'ensemble des classes politico-médiatiques associatives de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Parce que, comme l'a dit Philippe Olivier, malgré tout, ces dispositions-là, qui nous paraissent à nous tout à fait condamnables, ont été votées par une majorité au Parlement européen, donc par des députés qui ont été élus par les peuples à la suite de procédures où les médias interfèrent quand même énormément, et voté par les gouvernements qui sont censés représenter les peuples, même s'il y a 2 gouvernements qui se sont opposés, la Hongrie et la Pologne, et 5 qui se sont abstenus, principalement d'ailleurs en Europe de l'Est, dans l'ancienne Europe de l'Est. Mais c'est un climat général qui infecte l'Union européenne, mais aussi l'État français. Aujourd'hui, les autorités, notamment les autorités préfectorales, répriment davantage ceux qui s'opposent à l'immigration que les clandestins qui s'imposent et qui circulent totalement librement dans nos villes. Tout à fait. Alors, Philippe Olivier, Est-ce que je peux compléter? Oui, bien sûr, allez-y. Oui, je pense que, pour répondre à votre question, en fait, il y a une vision idéologique. Pour eux, l'immigration n'est pas un problème, mais un projet. Et en réalité, quand on regarde et quand on discute avec eux, pour nous, l'immigration, c'est un problème de flux. Pour eux, c'est un problème d'accueil. Et toute la problématique pour l'Union européenne est d'essayer de remplacer les peuples qui votent mal. On a vu la Suède, on a vu la Finlande, on a vu l'Italie, etc. Et donc, l'Union européenne essaye, dans une course de vitesse, de pratiquer la politique du fait accompli en renvoyant des masses d'immigrés qui seront demain des masses d'électeurs. Il y a donc là une course de vitesse qui appelle à une mobilisation générale de tous les patriotes.
Oui, c'est ça. Donc, on va revenir sur ce pacte de migration et d'asile de l'Union européenne. Avec vous, Philippe Ollivier, notamment, c'est une politique finalement de plus en plus laxiste sur l'immigration et qui va finalement encourager l'immigration et encourager les passeurs et tout le travail donc des passeurs et des associations qui permettent donc l'arrivée de ces migrants en France et en Europe. Oui, en fait, il y a 3 volets. Le premier volet, c'est alors, il y a 2 images que l'Union européenne veut supprimer. C'est les migrants qui meurent en mer, et 2, les tentes quechua dans les villes. Donc, pour supprimer les morts en mer, eh bien, il suffit de sécuriser, je reprends leur thème, les cheminements, c'est-à-dire confier aux ONG, qui sont des organisations d'extrême gauche, une sorte de concession de secours en mer. Et donc, on affrète d'énormes bateaux qui vont faire des allers-retours, constituant ainsi une sorte de pont maritime entre l'Afrique et l'Europe. Et puis, le deuxième volet, c'est l'installation avec les relocalisations. Justement, avant, et le troisième volet, c'est la dissuasion des expulsions. Voilà. Alors justement, on va revenir là-dessus. Et en attendant, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Et après, je vous redonne la parole. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre. La table ronde. Et pour notre table ronde, nous sommes, on le rappelle, avec Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia, auteur de Manuel de lutte contre la diabolisation, tout simplement, de la Société de propagande, Manuel de résistance au goulag mental aux éditions La Nouvelle Librairie, et chroniqueur régulier au Libre Journal du lundi soir sur Radio Courtoisie, et Philippe Ollivier, député français au Parlement européen et membre du groupe Identité et Démocratie. J'étais avec vous, Philippe Ollivier, vous parliez donc des différentes facettes, donc notamment cette lutte contre les migrants qui meurent en mer, les tentes quechua dans les villes, et puis vous allez parler du troisième volet. La dissuasion des expulsions, parce qu'on va les rendre plus complexes. On va essayer de spécialiser des pays dans les expulsions, mais si vous demandez à Malte d'expulser des migrants de la porte de la Chapelle, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de succès. Donc en fait, on voit bien que tout est fait pour que des migrants puissent venir d'un point de vue pratique en Europe, puissent s'y installer et soient relocalisés, c'est-à-dire installés définitivement, parce que on pourrait penser que des réfugiés ont vocation à repartir. Là, c'est une immigration sous couvert de protection des réfugiés, une immigration de peuplement. Et le troisième volet, c'est évidemment empêcher les expulsions avec notamment la mise sous tutelle des États par des ONG et des experts pour veiller aux droits fondamentaux des migrants, c'est-à-dire en fait tomber dans des arguties juridiques qui empêchent en pratique les expulsions. Alors Jean-Yves Le Gallou là-dessus, et notamment sur ces associations qui font tout en sorte pour que les migrants puissent passer en Europe, eux, ils vont bénéficier d'une impunité encore plus large qu'avant. Ils bénéficient d'une impunité et ils imposent l'impunité aux autres. Parce que, encore une fois, ce sont les associations qui, avec l'aide de l'organisation, de l'OLAF, de l'organisation de lutte contre la fraude de l'Union européenne, ont obtenu que Frontex passe d'un rôle de, en quelque sorte, refoulement des clandestins aux frontières à un rôle d'examen de leurs demandes, pour ne pas dire de leurs légitimes demandes. Moi, je crois que le point clé aujourd'hui, il est à la base. C'est-à-dire que ce qu'il faut empêcher, c'est la relocalisation de ce que Philippe Ollivier appelle à juste titre les tentes quechua dans les bourgs et dans les campagnes. Et ce qui est essentiel, c'est d'encourager, de relayer, de faire connaître et de soutenir, quoi qu'il en coûte, et de soutenir, quoi qu'il en coûte, les mobilisations locales contre les relocalisations. Parce que si on bloque les relocalisations, on va amener les États à faire un peu attention, notamment à l'État français qui est quand même très en pointe. Objectivement, Macron n'a pas vraiment besoin de l'Union européenne pour nous imposer l'immigration, puisque lui-même a utilisé à propos de la politique d'envoi des clandestins dans les bourgs, les campagnes, les provinces, le mot de repeuplement. Ce qu'il faut empêcher aujourd'hui, c'est la dissémination dans les campagnes, dans les bourgs, dans les provinces, et donc organiser, soutenir des mobilisations, ce que précisément le gouvernement veut empêcher. Et tous les dispositifs liberticides qu'il a pris au cours des derniers mois, c'est précisément
pour imposer contre la volonté des Français, contre la volonté des habitants des communes concernées, cette dissémination des populations clandestines. Notamment cette relocalisation à Callac, on en avait parlé sur ligne droite. Callac est très important. Callac est très important parce que c'est une bataille qui a été gagnée. Voilà. C'est une bataille qui a été gagnée, je le dis d'ailleurs sans acrimonie, un petit peu par des gens qui l'ont menée seuls ou en tout cas relativement peu soutenus par les formations politiques, parce que c'est toujours effectivement s'exposer à un certain risque de diabolisation. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que les deux hommes qui ont mené cette action, Bernard Germain et Cassan, sont tous les deux d'anciens trotskistes qui ne se sont pas laissés intimider par les méthodes habituelles de diabolisation et qui ont obtenu cette victoire qui doit servir d'exemple dans d'autres endroits de France. Justement, Callac, donc on rappelle, donc des migrants qui étaient... Oui, Philippe Olivier, allez-y. Je voulais juste rebondir là-dessus. Est-ce que je peux ajouter une autre chose Allez-y, bien sûr. Oui, en réalité, qu'est-ce qu'on observe entre le bateau d'SOS Méditerranée qui arrive à Toulon et les relocalisations dont vous parlez, là, à très juste titre, eh bien, on voit que le pacte d'immigration en France est mis en œuvre avant même son adoption au Parlement européen. Une fois de plus, la France est le bon élève de l'Union européenne et fait du zèle, en l'occurrence un zèle catastrophique, mais du zèle. Oui, c'est ça. Alors, on va reparler de Callac avec vous, mais Philippe Olivier, je voulais vous parler notamment de la dissuasion des expulsions. Parce que donc, dans ce pacte, notamment, on apprend qu'il va y avoir un raccourcissement des examens d'expulsion, qu'il y a une entrée directe, en tout cas, de mineurs, de malades, de familles avec enfants de moins de 12 ans, notamment de mineurs, ce qui est, quand on sait à quel point c'est difficile de savoir si les migrants sont des mineurs ou pas, et qu'il y a beaucoup de faux migrants mineurs qui viennent sur le territoire, évidemment. Donc aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'il suffira de toucher le sol de l'Union européenne pour pouvoir accéder, en tout cas pour pouvoir devenir européen. Exactement, vous l'avez dit, il y a des cas où l'accession sera automatique et on ne pourra pas faire autrement, c'est-à-dire les recueillis en mer, c'est-à-dire les familles, c'est-à-dire les malades, c'est-à-dire les mineurs. Et puis il y a tous les autres cas où on acceptera des migrants, on va évidemment raccourcir, et c'est l'argument des européistes pour dire regardez, notre pacte est équilibré, et en réalité derrière, même s'il y a des obligations de quitter les territoires, eh bien, elles ne seront pas exécutées. Et puis, de toute façon, les ONG seront là, payées par le contribuable, pour organiser une guérilla juridique contre les États pour empêcher les expulsions. Et puis, en pratique, on donnera à des États qui sont hyper laxistes la compétence pour expulser, et donc ça ne se fera pas. Toute l'idée du pacte, c'est de permettre une submersion de l'Europe. Il faut bien que nos auditeurs le comprennent, parce que ça paraît évidemment fou comme projet, mais c'est leur projet idéologique et ils sont en train de le mettre en œuvre. Et justement, donc c'est donc un repeuplement de l'Europe, et puis donc on en parlait avec Jean-Yves Le Gallou, notamment de Callac, donc c'est-à-dire que c'est un village d'une centaine d'habitants où on a imposé donc peut-être 25% de la population serait remplacée donc par des migrants. Il y a eu des manifestations, il y a eu un battage médiatique, notamment sur ligne droite ou sur les médias non de grand chemin, et ils ont réussi donc à ce que ce projet ne se fasse pas. Et donc c'est aussi un projet où désormais donc il n'y aura plus que des migrants, on va dire dans les métropoles et puis dans les banlieues françaises, mais aussi un repeuplement des campagnes européennes. Oui, c'est leur projet. Le projet, c'est de rendre les choses inéluctables. À partir du moment où on met des familles absolument partout, eh bien, on rend la migration de peuplement absolument inéluctable. Mais Madame Johansson, qui est commissaire, l'a dit. Elle dit carrément. L'Europe est vieillissante, il s'agit de pourvoir en population. Monsieur Delevoye, qui est un abruti, lui, il dit les choses. Il dit, il nous faut 50 millions de migrants. Donc, on voit bien que ce que nous vous disons, comme nous l'avions dit pour le pacte de Marrakech, ce n'est pas du tout du fantasme, malheureusement. C'est une réalité qui est une réalité tragique. Jean-Yves Le Gallou.
Oui, je crois qu'il y a une base idéologique à ça. Quand on raisonne en termes démographiques, en disant on est vieillissant, donc il faut prendre des jeunes, on suppose que des jeunes venus de pays radicalement différents par l'origine, par la culture, par la civilisation, pourront remplacer des Européens. Eh bien, c'est faux. C'est l'idée, c'est ce que Renaud Camus appelle le remplacisme global. C'est l'idée qu'on peut remplacer des gens venus du fin fond qu'on peut remplacer des Européens par des gens venus du fin fond de l'Afrique. C'est ça le fond idéologique. Et c'est un fond idéologique qu'on trouve à la fois dans l'Union européenne, mais aussi dans les États européens et chez les juges. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que toute cette politique d'immigration, elle est principalement connue au-delà, je dirais, de l'institution Union européenne d'un côté, de l'institution des États européens de l'autre. C'est une politique qui est conduite par une pyramide judiciaire avec des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'imposent ensuite à travers les cours constitutionnels des différents pays aux différents pays et qui sont mis ensuite en place par les juges, qu'il s'agisse dans le cas français de juges administratifs ou de juges judiciaires. Je rappelle simplement que la première décision absolument déterminante d'amplification de l'immigration en France remonte, c'est ancien, à 1978. C'est une décision du Conseil d'État qui impose le regroupement familial. Et on a donc une politique qui est largement conduite par les associations subventionnées d'un côté et les juges de l'autre. Et finalement, les hommes politiques dans cette affaire, ils courent un petit peu après tout ça en essayant de donner l'impression de maîtriser les choses, ce qui n'est absolument pas le cas. Comme l'a dit Philippe Olivier, on parle d'équilibre, mais dans l'équilibre, il y a tout ce qui est laxiste qui se développe sans problème, et ce qui est un tout petit peu ferme, qui en fait n'aboutit jamais à rien de concret. Oui, c'est ça. Donc, vous voulez rebondir là-dessus, Philippe Olivier ? Oui, il faut bien... Oui, il faut bien comprendre que pour l'Union... Alors pour nous, l'Europe, c'est une communauté de civilisation, d'histoire, de valeurs, etc. Pour l'Union européenne, l'Europe, c'est un grand marché. Alors, il a vocation à s'étendre. Il a vocation à s'étendre de deux manières, soit par des adhésions, et on va chercher le Kosovo, on va chercher la Turquie et demain le Maghreb. Il cherche à s'étendre par des traités de libre-échange en sautant les mers, et il considère qu'à partir du moment où quelqu'un est producteur ou consommateur, tout va très bien. Et donc, à partir du moment où il faut des producteurs et donc consommateurs en Europe, peu importe leur provenance. Et donc, on voit bien le fond idéologique. L'Union européenne est un empire marchand qui n'a aucune considération ni de l'enracinement ni des peuples. Alors, nous sommes avec Philippe Olivier et Jean-Yves Le Gallou, chers auditeurs. Nous parlons du pacte d'immigration et d'asile de l'Union européenne. On l'a dit, ce pacte, il encourage l'immigration, il dissuade les expulsions et puis il va répartir donc, ces migrants dans l'ensemble des campagnes européennes. Et notamment, c'est le pacte de migration et d'asile. Alors, le droit d'asile, depuis notamment 2018 en France, il y a eu 650 000 demandes d'asile ont été enregistrées en France. 96% des députés des droits d'asile restent clandestinement en France après le rejet de leur dossier. Les services sont complètement dépassés. Alors, aujourd'hui, Jean-Yves Le Gallou, le droit d'asile, finalement, c'est devenu une filière d'immigration parce qu'on peut avoir l'asile pour des motifs de religion, d'exquisition. Voilà, donc il y a des vrais prétextes, mais qui aujourd'hui sont instrumentalisés au service d'une immigration massive. Alors, l'asile, au départ, c'était pour accueillir les gens qui étaient persécutés politiquement. Un petit nombre de gens persécutés politiquement. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que vous remarquerez que Assange ou Snowden, qui sont persécutés politiquement, ils n'ont pas obtenu l'asile dans l'Union européenne, et Assange, il continue de croupir dans les prisons britanniques. Bon, donc l'asile ne fonctionne pas pour ce pourquoi il devrait fonctionner. Par contre, il fonctionne pour des tranches entières de population de pays dits à risque, soit parce qu'il y a des conflits, soit, et c'est un point tout à fait important, pour des raisons purement personnelles. C'est ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui est une création des juges.
Ça n'est pas dans les traités initiaux sur l'asile. Qu'est-ce que c'est la protection subsidiaire? Eh bien, c'est quelqu'un qui va dire, écoutez, chez moi, je peux être battu par mon mari, donc il faut que je vienne ici. Ou c'est quelqu'un qui va dire, écoutez, chez moi, je suis homosexuel et je suis persécuté, donc il faut m'accueillir ici. Tout ça est absolument fou parce que c'est évidemment invérifiable. On a même vu d'ailleurs quelqu'un qui avait obtenu le droit d'asile au titre de la protection subsidiaire à raison de l'homosexualité dont elle avait fait part, faire ensuite venir sa femme et ses enfants au titre de regroupement familial. Vous voyez le sérieux un petit peu du dispositif, puisqu'il suffit de raconter une histoire invérifiable pour obtenir le droit d'asile. Il y a aussi l'argument de l'excision, mais qui est un faux argument malheureusement, puisqu'il y a aujourd'hui, notamment dans le 93, en Seine-Saint-Denis, des excisions qui sont pratiquées dans les populations africaines qui la pratiquent et qui ne vivant plus en Afrique, le pratiquent en France. Donc tout ça est absolument fou, avec des chiffres qui ont considérablement évolué. On était, pendant très longtemps, on est resté autour de 10 000 à 15 000 demandes par an. Aujourd'hui, on est, pour la France, autour de 150 000. C'est quelque chose qui est totalement explosé, qui a été détourné de son sens. Alors, je crois, Philippe Olivier a dit à juste titre, l'Union européenne veut des producteurs et des consommateurs. Je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, le système mondialiste cherche plutôt des consommateurs. Et un Africain est un meilleur consommateur en Europe qu'en Afrique, donc on le fait venir ici pour développer, au fond, une masse de consommateurs, avec quand même comme conséquence un certain appauvrissement des populations d'origine. Oui, justement. Et puis, on parlait notamment de ces histoires de migrants. On parle notamment du Bangladesh où des migrants arrivent et ils ont à peu près tous la même histoire, c'est-à-dire qu'ils ont été déboutés, notamment parce qu'ils étaient dans le camp opposé politique du gouvernement. Alors, c'est arrivé... Vous savez, les ONG distribuent des fiches. Voilà. Et il y a même une ONG qui donne des cours de théâtre aux candidats à l'asile ou aux candidats à des papiers en leur disant voilà ce qu'il faut dire, voilà l'émotion qu'il faut passer. Et donc, tout ça est un théâtre. Il n'y a pas que le théâtre antifasciste, il y a le théâtre migratoire aussi. On aimerait bien voir les cours en question. Philippe Olivier, là-dessus, sur ce droit d'asile, et puis qui est devenu donc une filière d'immigration. Et puis aussi, ce que vous disiez, c'est que l'arrivée des migrants, ils demandent droit d'asile, et puis on met le pouvoir politique devant le fait accompli. Philippe Olivier ? Oui, tout à fait. C'est le fait accompli. Oui, c'est le fait accompli. Il faut absolument rendre les choses irréversibles. J'allais dire, c'est le syndrome de Dreux. Une fois que Dreux est majoritairement d'origine immigrée, eh bien, ça vote plus pour les partis patriotes. Donc, on voit bien qu'il y a dans l'objectif des européistes et de nos gouvernants une vision extrêmement, dirigée, et qui est politiquement dirigée. C'est aussi d'ailleurs une conception que nous avons de l'homme. Nous pensons que l'homme est un être enraciné, qu'il est enraciné dans sa culture, dans sa famille, dans son pays, etc. Eux ont une vision beaucoup plus nomade des choses. Le monde a vocation à être un grand hall de gare, et la France a vocation à être un grand hall de gare dans lequel tout le monde peut venir, circuler, repartir, revenir, et c'est ce qui est mis en place. Alors, notamment, ce pacte de migration et d'asile de l'UE, on nous explique qu'il va pouvoir, il sera au-dessus donc du droit des nations, et les nations ne pourront plus avoir une politique d'immigration à eux. Mais quand on voit la Pologne, la Hongrie, l'Italie, le Danemark notamment, Jean-Yves Le Gallou, il y a quand même des pays en Europe qui arrivent à avoir une politique d'immigration nationale, et en plus une politique d'immigration nationale qui est contre la politique d'immigration remplaciste, on va dire, de l'Union européenne. Oui, mais le problème de ces pays, c'est le problème des juges. Notamment en Italie, où vous avez vu que le précédent Premier ministre
qui était contre l'immigration, a été poursuivi par les tribunaux pour des activités de refoulement. Et on voit très bien que Madame Meloni, aujourd'hui, elle est à la fois enserrée par un certain nombre de contraintes de l'Union européenne, mais aussi par ses propres juges. Donc il y a vraiment un problème, il y a un double problème de souveraineté. La souveraineté des peuples, je serais tenté de dire la souveraineté des villageois aussi, si on veut descendre à l'échelon territorial le moins élevé, le plus petit, la souveraineté des villageois, la souveraineté des peuples, et la souveraineté par rapport aux juges, parce qu'aujourd'hui, ce sont les juges qui font les politiques. Et on voit d'ailleurs très bien la manœuvre vis-à-vis de la Hongrie et de la Pologne, qui consiste pour l'Union européenne à essayer de vouloir imposer un pouvoir judiciaire à ces pays-là, à la place de la souveraineté du peuple. Je crois quand même qu'il est possible de résister. Vous savez, il y a un ancien Premier ministre tchèque, Monsieur Václav Klaus, qui était d'abord un dissident à l'époque de l'Union soviétique, qui a été Premier ministre tchèque, président de la République tchèque, et qui a publié un livre sur l'immigration d'un point de vue d'ailleurs plutôt libéral, mais très réservé. Et quand on lui demande, au fond, mais qu'est-ce qu'il faut faire, il répond, il suffit de dire non. Voilà. Il suffit de dire non. C'est pas un problème juridique, c'est un problème d'affirmation. Il faut dire non à l'implantation de migrants dans les villages. Il faut dire non à l'arrivée de migrants sur nos plages. Il faut dire non aux bateaux et refouler les bateaux, comme le font les Australiens avec l'opération No Way. Les Australiens, alors c'est vrai que le Pacifique, c'est un peu plus vaste que la Méditerranée, mais les Australiens sont arrivés à empêcher l'immigration. Heureusement pour eux d'ailleurs, parce qu'avec 4 millions avec la surface qu'ils ont, qui est tout à fait considérable de leur pays, de leur continent, s'ils laissaient rentrer, ils seraient très vite totalement submergés. Oui, face aux Indonésiens musulmans. Alors, Philippe Olivier, je voulais revenir là-dessus sur ces pays, la Pologne, la Hongrie, l'Italie et même le Danemark. Alors, le Danemark, c'est quand même un pays dirigé par des sociaux-démocrates. Entre 2014 et 2021, figurez-vous que le nombre total de demandes d'asile a chuté de 80%. Passant quasiment à de 14 000 demandes à 2 000 aujourd'hui. Alors comment se fait-il qu'un État, on va dire de gauche social-démocrate, arrive à une politique plus dure en termes d'immigration que nous, la France, et en plus tout en étant dans l'Union européenne? Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant. En fait, le Danemark n'a pas voté Maastricht et à ce moment-là, on a donné au Danemark la possibilité d'avoir un régime un peu particulier. Et donc, il y a des domaines dans lesquels il reste souverain. Et en matière d'immigration, il y a eu un parti qui est d'ailleurs notre parti partenaire, qui est monté très haut et qui a affirmé une opposition extrêmement ferme à l'immigration. Et à ce moment-là, les socialistes, voyant ça, ont pris le programme de notre parti partenaire et sont arrivés au pouvoir et l'ont mis en œuvre. Ce qui montre d'ailleurs que dans le cadre des traités actuels, on pourrait, si on avait envie, on pourrait faire fonctionner une politique migratoire extrêmement ferme, ce que ne veulent pas nos dirigeants. Mais les Danois viennent nous dire, un, que c'est possible d'un point de vue juridique, et deux, qu'à partir du moment, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique du gouvernement, on peut agir. Il n'y a pas de fatalité, puisqu'il y a des politiques qui marchent. Moi, je crois qu'en France, il n'y a qu'un parti national qui arrivera à mettre en œuvre, et en l'occurrence le Rassemblement national, qui arrivera à mettre en œuvre une politique migratoire extrêmement ferme, car comme l'a dit Jean-Yves Le Gallou, c'est une question de volonté politique. Or, les autres n'ont aucune volonté politique de faire ça, et au contraire, je vous l'ai dit, l'immigration n'est pas pour eux un problème, c'est un projet. Et donc, ils ne peuvent pas, ils s'interdisent idéologiquement de prendre toute mesure contre l'immigration. Oui, ils ont des options de retrait, notamment, qui leur offrent une plus large manœuvre, oui, concernant notamment la politique d'immigration. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'en France, on pourrait avoir cette manœuvre possible, cette marge de manœuvre?
Oui, alors c'est un peu la logique de notre projet européen, hein, c'est de dire que c'est pas le tout ou rien. Là, en l'occurrence, l'Union européenne, c'est tout ou rien. Ou vous adhérez à tout, ou vous sortez comme la Grande-Bretagne. En fait, on pourrait penser qu'il y a un certain nombre de sujets que l'on se réserve, où il y a certainement où il y a seulement des possibilités de coopération à la carte. On va coopérer là où on doit coopérer, là où on a intérêt à coopérer. Là, l'Union européenne nous dit pas ça, elle nous dit soit vous coopérez pour tout et vous vous soumettez, soit c'est la crise. Alors c'est la crise avec la Hongrie et la Pologne, parce que ce sont des pays qui régissent notamment sur la politique migratoire, mais pas que, mais sur la politique migratoire. Et eux, comme ils n'ont pas de régime dérogatoire, ils se retrouvent sanctionnés par l'arme budgétaire, c'est-à-dire qu'on leur dit si vous ne pliez pas, vous n'aurez pas d'argent. Et comme ce sont des gens courageux, ils ne plient pas. Et heureusement pour l'Europe, car ils sont un point de résistance européenne à la politique migratoire de l'Union européenne. Alors justement, à votre niveau, donc au niveau européen, puis après je reviens sur Jean-Yves Le Gallou au niveau plus local, comment faire en sorte que ce pacte de migration et d'asile ne puisse pas se dérouler? Donc vous en avez parlé, on n'est pas forcément, en tout cas le Rassemblement national a changé là-dessus, on n'est pas obligé de sortir de l'Union européenne. Non, nous on pense que, si vous voulez, il y a aujourd'hui 15 pays qui sont, on va dire, eurocritiques, voire en état de sécession. Si demain la France devait faire un bon choix politique, la France prendrait la tête de 15 pays, il y aurait donc 16 pays sur 27 pour s'opposer à tout ça. Donc c'est pas au moment où on est en train de gagner la partie qu'il faut quitter la table de jeu. Je crois que ce serait une erreur totale. Il faut y rester, il faut changer les choses. Maintenant, en ce qui concerne le pacte d'immigration, aujourd'hui, jusqu'en juin 2024, il y a malheureusement une majorité au Parlement européen pour ne pas s'opposer, ou en tout cas laisser passer, voire approuver ce pacte d'immigration. Donc il faut évidemment s'opposer localement, s'opposer dans nos pays, et en France et dans nos villages, à la mise en place de ce pacte. Et puis il faudra bien voter le 9 juin 2024, parce que l'arme des citoyens, c'est le vote. Et notamment, donc Jean-Yves Le Gallou, notamment il y a un certain fatalisme sur ce projet. On se dit que finalement il y a une submersion migratoire qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, alors peut-être pas d'un point de vue. Il ne doit pas y avoir de fatalisme. D'abord, comme l'a dit justement Philippe Olivier, il y a de plus en plus de pays dans lesquels il y a une certaine forme d'hostilité ou de critique vis-à-vis de l'immigration. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une tendance lourde. Simplement, il ne faut pas se laisser intimider politiquement, il ne faut pas se laisser intimider médiatiquement. Il faut imposer ce débat à toutes les élections. Personnellement, je trouve dommage que lors des élections présidentielles, beaucoup de choses étaient polarisées autour de l'affaire des retraites, qui n'est pas de même échelle que la question de la submersion migratoire. Et je crois qu'en attendant, en tout cas, le basculement, c'est-à-dire que les forces hostiles à l'immigration prennent la majorité en Europe, il faut livrer les batailles locales. Je crois que les élections, c'est bien, mais entre deux élections, il faut livrer les batailles locales. Et donc, ce point de vue-là, Reconquête me paraît un assez bon complément du Rassemblement national, parce qu'il est un peu moins timide dans les actions de terrain. Même s'il est peut-être encore trop, mais c'est vrai que c'est difficile, parce que dès qu'on est dans l'action de terrain, eh bien, on s'expose à des coups, à des formes de diabolisation que je crois il faut en partie assumer, sinon on laisse les choses continuer d'avancer. Donc, je ne pense pas qu'il faille être pessimiste. Simplement, c'est vrai que c'est une course contre la montre, parce que tous les jours, il rentre, je sais pas, tous les jours en France, il rentre 1000 immigrés, pas clandestins. Et donc, il y a un effet d'entraînement du phénomène. Donc, il y a urgence. Mais objectivement, il y a de plus en plus de pays qui sont aujourd'hui sur la réserve, il y a de plus en plus de dirigeants politiques qui sont aujourd'hui sur la réserve, et il y a de plus en plus de gens à la base
qui se soulèvent. J'ai cité un certain nombre de villages français, de bourgs français, mais il y a le même phénomène en Irlande, par exemple, où il y a des oppositions maintenant un petit peu vigoureuses vis-à-vis de l'implantation de migrants de plus en plus nombreux dans ce pays. Merci à tous les deux. Merci Jean-Yves Le Gallou. On rappelle que vous êtes président de la Fondation Polémia, auteur de Manuel de lutte contre la diabolisation, de la société de propagande Manuel de résistance au goulag aux éditions La Nouvelle Librairie. Puis on vous retrouve régulièrement au Libre Journal du lundi soir sur Radio Courtoisie. Merci à vous Philippe Olivier. On rappelle que vous êtes député français au Parlement européen et membre du groupe Identité et Démocratie. Merci à tous les deux.